Aujourd'hui, dans la capsule, ça va être les conséquences suite à une agression sexuelle qui a été récente. Il y a environ 3 étapes et je vais un peu les décortiquer. Bonjour. Alors aujourd'hui, dans cette capsule, je vais vous partager justement les 3 étapes qui suit l'agression sexuelle qui a été récente. Avant, je vais me faire une petite place par rapport à ce que je mets des images juste avant d'envoyer une capsule pour vous partager un peu qu'est-ce que ça va être la prochaine capsule. C'est en dessin et c'est ma collègue Soleil qui les fait elle-même. Et je trouve que la façon qu'elle dessine partage vraiment beaucoup d'émotions. Comme qu'on dirait, une image vaut 1000 mots. Et je trouve que ces images, au niveau des émotions, parlent énormément. Je vais vous en intégrer un peu plus parce que justement, des fois, le fait de voir ces images-là pourrait vous parler, puis pourrait peut-être vous aider à identifier des choses que vous vivez, mais que vous n'êtes pas nécessairement capable de partager. Alors, je voulais juste faire une petite place pour ça parce que je les trouve vraiment merveilleux, ces dessins. Ils parlent beaucoup. Bon, revenons au sujet. Les conséquences suite à une agression sexuelle qui a été récente. On a la première étape, comme je vous ai dit, l'étape de choc, l'état de choc. OK? Cette étape-là, souvent, c'est la plus intense qu'on vit. OK? Les émotions sont contradictoires. C'est autant qu'on peut vivre de l'euphorie, autant que d'un instant à un autre, ça va être la dépression. Il y a une perte d'équilibre au niveau des émotions. C'est une désorganisation totale du quotidien. Et surtout, c'est là qu'il est important d'aller chercher de l'aide, surtout au niveau médical, parce que le médecin, selon ce que vous vivez, peut vous prescrire quelque chose qui va vous aider à un peu plus canaliser ce qui se passe à l'intérieur. Et aussi, il va pouvoir vous référer sûrement à quelqu'un pour pouvoir en parler. Et bien sûr, pour ceux qui travaillent, d'avoir un billet d'arrêt pour pouvoir justement prendre soin de vous. Parce que dans l'état de choc, dans la première étape, c'est très difficile de pouvoir continuer une vie. Il y a une désorganisation qui est présente, il y a une surcharge d'émotions et de l'incompréhension. Et ça a été prouvé comme quoi que lorsqu'on va chercher de l'aide, dans cette première étape-là, c'est beaucoup plus facile par la suite et beaucoup plus rapide de pouvoir guérir de ce traumatisme qui a été présent. D'avoir un bon support, mais toujours lorsque vous sentez le besoin et que vous êtes bien et en sécurité avec ça. Ça, c'est pour la première période qui est l'état de choc. La deuxième, c'est la période de réajustement. Cette période-là revient, on pourrait dire, quelques semaines après l'état de choc. C'est tout dépendant, chacun et chacune réagit différemment. On réussit à reprendre un peu plus le dessus sur notre vie. On réussit un peu plus à pouvoir faire une journée qui est plus normale, on pourrait dire. Au niveau physique, je vous en ai pas nécessairement parlé non plus pour la première étape, mais c'est sûr qu'au niveau physique, le corps réagit différemment. Comme dans l'état de choc, ça se peut que votre corps ait des douleurs qui ont apparu d'un coup, ou que vous avez de la nausée, que vous avez mal au cœur, que vous avez plus faim. Et surtout, ça arrive souvent qu'il y a beaucoup de l'insomnie qui est présent. Et c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir consulter. Ça pourrait vous aider, le médecin pourrait vous aider suite à ces problèmes physiques-là aussi. La période de réajustement, elle, fait en sorte que, il y a une stabilité qui commence à s'installer. Et au niveau physique, ça se peut que les cauchemars puissent rester présents si jamais vous en avez. Que les douleurs physiques aussi. Mais c'est un processus. Hein? C'est quelque chose qui demande un temps. Et comme que je dirais, beaucoup d'amour de soi. Oui. Souvent, dans la deuxième étape, ce qui arrive, c'est que il y a des phobies qui peuvent embarquer, des peurs, des choses que vous faisiez pas avant.
Comme quand vous rentrez dans la maison, vous barrez 3-4 fois la porte, vous regardez partout pour être sûr que tout est fermé. Ou au niveau de la sexualité, si vous aviez un conjoint, ça peut être beaucoup plus difficile. Tu sais, vous avez des craintes face au rapprochement intime. Ou il y en a des fois, ça peut être totalement le contraire, que pour se sentir bien, pour se sentir désiré encore, qui va dans l'extrême, qui s'en va se sursexualiser avec d'autres partenaires. C'est des étapes, c'est des processus qui sont normaux face au traumatisme que vous avez vécu. Puis ce que je peux vous dire, là, c'est pas nécessairement de vous juger là-dedans. Parce que inconsciemment, le corps réagit chacun et chacune différemment face à un traumatisme. C'est d'être dans l'accueil de ce qui arrive. Et bien sûr, d'aller chercher de l'aide pour retrouver un équilibre qui est le plus décent possible. Des fois, il peut y avoir des sons, des odeurs aussi qui peuvent vous ramener à ces traumatismes-là. C'est normal, c'est dans les étapes qui sont normales d'un sens. Quand vous rencontrez quelqu'un sur la rue puis qui ressemble à votre agresseur, ça se peut que ça peut vous déclencher encore là-dedans. Vous êtes rendu à la deuxième étape, ce qui est normal. Et même, ça peut poursuivre plus tard aussi. Je vais juste vous partager des choses qui est normales dans le processus, justement, suite à une agression sexuelle ou à un viol. Par la suite, il y a la troisième période qui est la période d'intégration. Ça, c'est un renouveau soi. C'est un renouveau moi. Souvent, dans cette période-là, il y a beaucoup de colère et de frustration qui en ressortent. Parce qu'il y a de la culpabilité aussi qui est encore présente, mais il y a comme un chemin qui fait en sorte que vous êtes frustré contre votre agresseur, contre ce qui vous a enlevé. Okay? Il y a beaucoup d'introspection qui se passe aussi. Le fait, ça a été prouvé, le fait d'en parler de cette colère-là à des personnes permet de pouvoir sortir plus rapidement de ces états ou de cette... comment je pourrais dire? De cette victime-là. Vous restez toujours une victime, mais vous êtes la seule et unique à pouvoir vous en sortir. Puis le fait de pouvoir verbaliser cette colère-là, cette frustration-là, les émotions que vous avez, permet de retrouver plus rapidement cette liberté en vous pour pouvoir poursuivre une vie qui est meilleure pour vous. Ça n'empêche pas que tout ce qui se passe, ça reste quand même présent. Dans l'étape des périodes d'intégration, il y a souvent des recherches de sécurité. Il y a beaucoup de personnes dans cette étape-là qui font en sorte qu'ils déménagent ou qui changent de travail ou qu'il y a un grand changement, tout dépendant de la situation, comment ça s'est passé, où que le viol s'est passé et qui le fait aussi. C'est une recherche de sécurité, c'est tout à fait normal, il y a un changement qui va se faire pour pouvoir ensuite se sentir bien à l'intérieur de soi. Alors, c'est ça que je voulais vous partager, les étapes face, les conséquences d'une agression sexuelle récente, les étapes qu'il y a à suivre pour pouvoir par la suite réussir à trouver une vie qui est un peu mieux, un peu plus léger. Et vous allez pouvoir les revoir dans les guides de l'information. Je vais vous partager, moi, dans mon vécu, les étapes qui ont été présentes dans l'état de choc. Dans la première étape, quand j'étais en état de choc. Je vais toujours m'en rappeler, j'étais assise dans mon lit et j'étais même plus capable de bouger. Je ne savais plus quoi faire, j'étais en état de choc. J'ai appelé ma meilleure amie et je lui ai conté l'histoire sur un niveau de ton neutre. Ma meilleure amie, elle vivait de la colère, de la frustration, elle n'en revenait pas, elle dit ben, voyons donc Valérie, c'est pas normal. Puis à partir de là aussi, j'ai été voir la police, j'ai fait la plainte. Par la suite, la police, l'hôpital, j'étais dans une bulle, j'étais plus là. Je n'étais plus là et c'était un vide.
C'était vraiment un vide que j'avais à l'intérieur de moi. Un gros, gros vide. J'étais sur un état de choc. Par la suite, à l'hôpital, justement, le médecin m'a donné des médicaments pour pouvoir m'aider à dormir un peu, pour pouvoir reprendre l'énergie. C'est sûr qu'ils ont fait plein de prises de sang, tout ça, mais pour mon être à moi-même, c'est comme ça que mon corps a réagi. Je n'étais plus capable de fonctionner. Ma tante était là pour m'aider avec mes enfants et je dormais, et je dormais, et je pleurais, et je pleurais. C'est ce qui s'est passé, moi, dans la première étape, l'état de choc. Par la suite, la deuxième période, qui est le réajustement, c'était très difficile. Oui, j'ai eu des peurs, des phobies qui se sont installées. J'ai même commencé, après 33 ans, à aimer le café. Oui, ça a été une façon d'avoir de la caféine pour me stimuler, pour me sentir vivante. Et oui, le soir, je prenais un peu d'alcool pour pouvoir essayer de camoufler qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi. Le médecin m'avait prescrit des activants, mais la médication, c'était difficile pour moi de l'intégrer. Mais par contre, à chaque fois que je partais, je barrais les portes, je verrouillais. J'oubliais si je l'avais fermé. C'est pour ça que je retournais pour voir et vérifier. Il y avait beaucoup de choses que je n'étais pas capable d'enregistrer dans ma tête. J'oubliais beaucoup. Les peurs, ce que ça a créé au niveau de mon travail, c'est que je n'étais même plus capable de masser une nouvelle personne. Dès que je touchais à quelqu'un, je me sentais agressée, je me sentais anxieuse. Même juste le fait de recevoir un client, je vivais énormément d'anxiété. Ça a été difficile pour moi de reprendre une vie quotidienne. Ça se voyait. Et tranquillement, j'ai essayé justement de retourner dans l'intégration, dans la troisième période qui est l'intégration, de retrouver une vie normale. J'ai essayé de recommencer à m'entraîner. C'est vraiment avec son propre rythme. Parce qu'à un moment donné, après 2 mois, j'ai essayé, puis dès que je me suis mise sur un exercice, je me suis étiré un muscle. Mon corps refusait. Mon corps n'était pas capable de pouvoir faire de l'entraînement. Il était en choc encore. Alors, il a fallu que j'attende. Le respect, c'est comme je vous dis, le respect de chacun et chacune dans son propre rythme. Ce qui s'est passé aussi dans la dernière étape d'intégration, j'ai déménagé. Je n'étais plus capable de rester à cette place-là. J'avais que des feedbacks. Dès que le soir arrivait, j'avais juste les scènes du viol qui revenaient, puis qui revenaient, qui revenaient. Et j'avais rencontré un copain, mon conjoint. Et c'est là que je n'étais plus capable de rester et que je suis déménagée chez lui. Alors, c'est les étapes pour moi que j'ai passées face aux périodes d'intégration, périodes de choc, puis périodes d'ajustement qui ont été présentes dans ma vie. En espérant que ça peut vous parler et vous aider à vous prendre soin de vous, à vous occuper et surtout de vous dire que c'est un processus qui est normal. Ça demande beaucoup d'amour, beaucoup de soins. Et le temps que ça va prendre le temps. Je vous le dis. C'est se donner beaucoup d'amour. Alors sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté en espérant que ça soit aidant pour vous retrouver, vous situer quelque part. Et c'est sûr, je pense que je ne le dirai jamais assez souvent, le fait de parler aux bonnes personnes aide énormément, mais énormément, à pouvoir sortir de, de, de tout ce que vous avez pu porter ou ce que vous pouvez porter encore.